Bonsoir, c'est l'heure du magazine politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur. À mes côtés, Jean-Marie Colombani, bonsoir. Bonsoir Roselyne. Ensemble, nous recevons notre première invitée, Chantal Joanneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice UDI, vous étiez ministre de l'écologie, puis ministre des sports sous le mandat de Nicolas Sarkozy, puis vous avez décidé de rejoindre le parti de l'UDI et les centristes. Vous êtes tête de liste en Île-de-France, mais vous ne voulez pas faire liste commune avec l'UMP. Bien sûr, nous allons en parler. Mais avant tout, je voudrais aborder avec vous les questions d'actualité. Alors la première, c'est sur le risque terroriste dont on se rend compte chaque jour, jour après jour, qu'il est grandissant, inquiétant, avec cette semaine, vous le savez, l'arrestation d'un étudiant algérien qui projetait un attentat contre les chrétiens de France. Je vous propose d'écouter la réaction de Manuel Valls, c'était hier. En janvier, c'est la liberté d'expression, les forces de l'ordre, les Français juifs qui ont été visés. Cette fois-ci, sans doute, avec toute la prudence nécessaire, c'était les chrétiens, les catholiques de France qui étaient visés. Pour la première fois, vouloir s'en prendre à une église, c'est s'en prendre à un symbole de la France. C'est l'essence même de la France qu'on a sans doute voulu viser. Alors l'essence même de la France, on a longtemps réfuté l'idée d'une guerre de religion, d'une guerre aussi de civilisation. Pour certains, c'était réducteur, pour d'autres, c'était trop manichéen. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ne faut-il pas s'approcher de ce constat ? C'est l'utilisation des religions à des fins de pouvoir, en réalité, puisqu'on ne peut pas tout de suite dire qu'on est dans des guerres de religion. Ce serait un raccourci un peu rapide. Il ne faut pas prendre prétexte, effectivement, de l'islam ou de n'importe quelle religion. La réalité, c'est que ça reste une guerre de pouvoir et une guerre de position. On a quand même aujourd'hui une pensée pour cette femme qui a été tué à Villejuif. Je dois dire que sur ces sujets, je trouve que le gouvernement aujourd'hui agit avec beaucoup de responsabilité, de discernement, et qu'il appelle à l'unité nationale. Et on est effectivement, nous, dans une logique d'unité nationale. La seule question, une des questions est le degré de résistance de l'opinion à ces événements. Parce que ce que tout le monde disait après l'attentat de Charlie Hebdo, c'est qu'il y aurait d'autres attentats. On essaie de s'en prémunir. Je crois que Manuel Valls a dit que 5 attentats avaient été évités. Depuis Charlie Hebdo, c'est quand même beaucoup. Déjoué, oui. Et donc, toute la question est de savoir quel va être le degré de résistance de l'opinion à ces catégorisations dont parlait Roselyne tout à l'heure, et qui se traduisent sur le terrain aujourd'hui par des actes d'islamophobie multipliés par je ne sais combien, des actes d'antisémitisme idem, qui font qu'une partie pas une partie, mais enfin un certain nombre de nos compatriotes de confession juive considèrent l'idée du départ, etc. C'est ça, au fond. Et donc, du coup, le rôle des politiques, en effet, devient essentiel pour précisément ne pas aviver les clivages, ou ne pas en rajouter, ou ne pas... Mais vous avez alors absolument raison. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, par des raccourcis, par l'utilisation ou l'instrumentalisation de ces attentats ou de ces menaces, parce qu'elles ne sont pas nouvelles, on risque de voir monter des partis très populistes qui vont utiliser ces discours pour utiliser la haine des uns contre les autres. Et nous, politiques, notre rôle aujourd'hui, c'est quand même effectivement de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est pas la guerre des musulmans contre les chrétiens ou contre les... C'est pas ça fondamentalement. La religion, aucune religion n'incite à la guerre aujourd'hui. C'est l'utilisation des religions, c'est effectivement l'utilisation de fanatisme, c'est ce qu'on appelle l'intégrisme, c'est-à-dire vous dicter vos modes de vie et vos mœurs, qui aujourd'hui mènent à ce type de guerre. Mais ça reste des guerres de pouvoir. L'État islamique aujourd'hui, il essaye de mettre la main sur des puits de pétrole et sur des richesses. Ça reste des guerres de pouvoir. Oui, mais ce que disait aussi Jean-Marie est intéressant sur dans le fond la stigmatisation que ça risque aussi peut-être de provoquer de la part de... Mais nous sommes à l'UD extrêmement vigilants. On veut vraiment... Voilà. Je ne veux pas dire lutter contre ça parce que je n'aime pas ce terme de lutte. On est extrêmement vigilants sur ce point et on veille à ne jamais utiliser effectivement un discours ou des mots ou des facilités parce qu'on y est souvent poussé. Vous allez dans des interviews, ça part dans tous les sens et puis on vous pousse à aller dans cette voie.
On ne veut pas aller dans cette voie parce que le vivre ensemble, ça, c'est quand même aujourd'hui, ça repose sur la responsabilité des politiques. Ça renvoie à des débats sur la laïcité, par exemple, aujourd'hui, qui sont des vrais beaux débats extrêmement intéressants. Moi, je mène une série d'auditions au Sénat sur femmes et laïcité. Mais c'est passionnant. Et il faudrait qu'on ait ce recul plus intellectuel, même si on nous demande tout le temps d'être dans l'urgence, de l'annonce, il y a quelque chose, il faut tout de suite faire une annonce. Mais il faudrait être dans un recul beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus fondamental pour éviter de dire des bêtises trop rapidement. Alors, autre sujet d'actualité, c'est l'immigration, avec aujourd'hui à Bruxelles, donc cette réunion exceptionnelle sur la crise migratoire après les naufrages qui ont fait plus de 800 morts donc en Méditerranée. Comment vous positionnez sur ce sujet dramatique? Est-ce que vous voulez faire barrière à l'Europe, c'est-à-dire l'Europe forteresse, ou au contraire vous dites qu'il faut avoir une approche beaucoup plus humanitaire? Comment à la fois allier fermeté, parce que peut-on accueillir, comme le disait Michel Rocard, toute la misère du monde, et il faut faire preuve aussi d'humanité. Donc quelle est votre position, la position des centristes sur ce sujet? Sur ce sujet, il y a deux éléments importants. D'abord, je vais vous répondre tout de suite sur la question de l'asile et de l'immigration. Bien évidemment, on ne peut pas accueillir tout le monde parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont concernées soit par des conflits, soit par des problématiques de développement très lourdes aux portes de l'Europe, ça va représenter grosso modo 1,5 milliard de personnes. Donc tant qu'on est conscient de ça, on se dit, on est bien obligé d'admettre qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Ceci dit, je suis fermement opposée à toute politique ou à tout discours qui dirait non, il faut restreindre le nombre d'immigrés, il faut restreindre le nombre de demandes d'asile en Europe, parce que ce n'est pas dans l'esprit européen et ça présente toujours l'immigration comme une forme de menace. Ce n'est pas notre idée à nous. Nous, on est favorable à ce qu'il y ait une politique européenne de l'immigration et de l'asile. Vous savez qu'on est favorable au fédéralisme européen, donc on est favorable au contraire à ce qu'on aille beaucoup plus loin. On est très opposé aux autres thèses qui voudraient qu'on referme les frontières de chaque pays. Et le deuxième élément qui me semble le plus important, il y a deux choses qui me choquent dans ce débat. La première, c'est que on commence à avoir, il y a 1500 personnes disparues, ou en tout cas dont on ne sait pas ce qu'elles sont devenues depuis le début de l'année. On commence à s'en émouvoir. C'est extrêmement choquant. Vous avez un avion qui tombe, c'est le drame national. Là, c'est 1500 personnes. On commence simplement à s'en émouvoir. Et on traite le sujet par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à c'est quoi notre politique d'asile et d'immigration. On ne s'intéresse absolument pas aux causes. Pourquoi ces personnes quittent leur pays et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, nous, Europe, en matière de développement? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de la prévention des conflits? On est suiveur dans la prévention des conflits, on est un nain diplomatique et un nain en termes de défense. Résultat, pour des raisons diverses, ça a été le bazar en Irak, pour des interventions dont il y aura beaucoup à dire en Irak. Et on subit... Et en Libye. Et en Libye, et on en subit aujourd'hui... Mais tout à fait, on en subit aujourd'hui les conséquences. Et de la même manière, en termes de développement de l'Afrique, tant qu'on n'aura pas un vrai programme de développement de l'Afrique et d'accès à l'énergie, c'est le projet de Jean-Louis Borloo, on sera confronté à cette difficulté. Vous avez raison à long terme, sauf que là, c'est pas à long terme. Non, vous avez raison à long terme, même à moyen terme. Même à moyen terme. Oui, on sait très bien que l'Afrique est le continent du développement et que c'est évidemment pour l'Europe un atout majeur d'ailleurs, si on veut bien le considérer comme ça. Mais là, on est dans les conséquences de conflits qui sont là. Vous avez peut-être été un peu vite en parlant pour la France de nains en matière de défense. Je veux dire, les armées françaises... Je parle de l'Europe. Je parle de l'Europe. Je ne parle pas de la France. Ah oui, je parle de l'Europe. L'Europe, vous avez raison. Mais les armées françaises sont quand même... sont elles au maximum de ce qu'elles peuvent. Au nom des autres. Voilà. Mais c'est... le conflit libyen. Donc il y a eu en effet une intervention en Libye dont on peut continuer d'ailleurs de considérer aujourd'hui qu'elle était sur le moment légitime, mais sauf qu'elle a été faite de telle façon ensuite qu'il en est résulté le chaos libyen, et c'est principalement du chaos libyen que viennent ces trafics organisés. Mais tout à fait, mais vous vous souvenez qu'à l'époque, Muammar Kadhafi, quand il menaçait l'Europe, il disait « je vais ouvrir mes frontières et vous allez voir ». Et il nous menaçait en ces termes. Mais je me souviens aussi que l'Italie de Berlusconi payait Kadhafi, lui donnait un chèque chaque année, un chèque assez important, pour qu'il ferme ses frontières. Mais il y a aussi le drame syrien, il y a aussi les massacres à l'endroit de chrétiens dans la région où l'État islamique est en contrôle. Donc ils viennent naturellement vers nous. Alors les Syriens sont
plus en Turquie, d'autres essayent plus, mais on ne les accueille pas objectivement. On est plutôt dans le schéma Europe forteresse, y compris à l'UMP, mais pas seulement. Oui, mais pourquoi ? Parce que l'Europe a fait le choix de ne pas exister effectivement sur le plan diplomatique et sur le plan de la défense. Or, les grandes zones d'instabilité du monde se trouvent aux portes de l'Europe. Donc si l'Europe continue dans cette voie, effectivement, nous en subirons les conséquences. Ce qui se passe aujourd'hui appelle à plus d'Europe. Et aller dans le sens inverse, c'est suicidaire. Enfin, je trouve que le grand défi aujourd'hui de l'Europe, c'est effectivement l'Afrique. Et c'est effectivement ce qui se passe à ses portes. Donc, c'est pas, vous me dites, c'est à moyen et long terme. Là, on répond dans l'urgence, mais à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on aura répondu, on va accepter quoi ? Peut-être 10 000, 20 000 personnes de plus. Et on se considérera que ça y est, le problème est résolu. Mais l'Afrique va doubler de population. Donc, c'est pour nous, c'est un défi et c'est une chance. C'est une chance. Mais vous avez noté, y compris dans la famille politique dont vous êtes l'allié, je veux dire que le centre de gravité s'est assez largement déplacé vers c'est ce qui nous différencie. Une Europe fermée. C'est ce qui nous différencie. Je ne reviens pas au discours de Grenoble, mais enfin, on est quand même toujours sur ces bases-là. Et celui de Villepinte. Celui de Villepinte, ça vous différencie, pareil. Mais vous êtes... quand vous êtes devant les électeurs, on ne fait plus trop la différence. Pas pour les élections européennes. Ça nous différencie, mais radicalement. Pour les élections européennes, on avait des listes autonomes et indépendantes. Et c'est vraiment pour nous un des éléments clés de différenciation avec l'UMP. Nous sommes fédéralistes. Assumé et pleinement assumé, et on le revendique. Alors justement, vous êtes donc tête de liste régionale en Île-de-France, mais vous ne voulez pas faire liste commune avec l'UMP, en l'occurrence Valérie Pécresse qui elle est tête de liste pour l'UMP. Donc vous pensez, vous êtes la rebelle. C'est pas un choix personnel. Non, mais vous considérez qu'il vaut mieux pas un choix personnel. Petit chez soi qu'un grand chez les autres. Alors déjà, c'est pas un choix personnel, c'est un choix qui a été voté en comité exécutif, que le choix du président de l'UDI, qui est un choix très simple, c'est que pour une élection à la proportionnelle, si un parti n'a pas de candidat et n'a pas d'indépendance, honnêtement, il en a qu'un. Et c'est d'autant plus légitime que là, on est sur des élections où nous avons des éléments de différenciation. C'est pas un caprice personnel, puisqu'en plus, je m'entends très bien avec Valérie Pécresse. J'ai aucun problème avec elle, on s'entend très très bien. Donc c'est pas un caprice personnel, c'est juste que c'est un choix de parti politique qui est lié à la survie même de ce parti politique. C'est-à-dire que si vous êtes à l'UDI et qu'à chaque élection, vous faites des unions, effectivement, Nicolas Sarkozy a raison. C'est à ce moment-là, autant être au sein de l'UMP et c'est pas la peine d'avoir un parti. C'est ce qui vous pend au nez, non, de finir à l'UMP. C'est ce que veut Nicolas Sarkozy. Ça, il le dit, il s'en cache pas du tout. Donc c'est effectivement ce qu'il souhaite. Mais c'est ce que ne souhaitent pas la plupart des adhérents de l'UDI. S'ils sont venus dans ce parti, alors même qu'ils avaient une offre à côté qui est celle de l'UMP, c'est qu'ils souhaitent au contraire avoir une voix. Mais c'est pas une voix simplement pour faire des calculs politiques. C'est qu'on a des différences, j'ai cité l'Europe, on a une différence sur les questions de l'écologie. On est effectivement très engagé sur les questions de l'écologie, ce qui n'est pas le cas au sein de l'UMP où il y a beaucoup de divergences internes à l'UMP. On est fondamentalement décentralisateur. Et ça aussi, c'est un élément qui, à l'inverse, divise profondément l'UMP. Donc on a, et puis on parlait tout à l'heure du vivre ensemble, on a aussi effectivement, on a l'héritage, nous, du plan de cohésion sociale, de la vision de Jean-Louis Borloo. Et puis même sur les événements, c'est vrai que vous ne réagissez pas de la même façon que l'UMP, qui est plutôt dans... Il faut en rajouter. Mais pour revenir à Nicolas Sarkozy, qui évidemment voudra furieusement être le candidat de la droite et du centre au premier tour de l'élection présidentielle, c'est élémentaire, je veux dire, c'est évidemment son intérêt. Mais un petit retour sur les élections régionales, parce que l'Île-de-France est un peu particulière, même si c'est une région majeure. Mais on voit bien qu'au régional, le mode de scrutin étant ce qu'il est, le danger va être, enfin le danger entre guillemets, pour celles et ceux qui le considèrent comme tel, que des régions vont pouvoir être conquises par le Front National, par un jeu assez mécanique, puisqu'au deuxième tour pourront se maintenir ceux qui ont obtenu plus de 10% des suffrages, et se maintenir, ça voudra dire peut-être accepter que le FN arrive en tête, dans certaines régions c'est possible, et arrivant en tête, mécaniquement, il engrangera l'effet du mécanisme majoritaire qui fait que si vous arrivez en tête avec 35% des voix, vous aurez 51% des sièges. Et donc ça va vous poser un problème aigu, je veux dire vous, UMP et UDI, parce que si vous vous trouvez dans une région où le FN peut arriver en tête et qui est derrière candidat, une liste PS ou une liste de gauche et une liste UMP ou UDI, mais en troisième position,
vous, à vous l'UDI, ne serez pas en situation, vous ne vous désisterez pas. alors attendez, à l'UDI, chez nous, les choses sont très claires. Pour nous, notre adversaire principal, c'est le Front National. Et c'est tout le populisme qui va derrière le Front National, avec tout ce qu'il véhicule effectivement comme haine dans notre pays. Donc on a été partisans du Front républicain pour ça. Et s'il y a un danger, le moindre danger dans une région, parce que nous avons une liste, on retire notre liste. On l'a fait de manière extrêmement claire pour les élections départementales et ce sera pareil pour les élections régionales. Donc ça, chez nous, c'est pas négociable. Ce point n'est pas négociable. Alors, ça va être la fin de cette émission. Nous recevons dans quelques... Oui, c'est passé vite. Dans quelques instants, Louis Alliot, le vice-président du Front National, qui accompagnait donc Marine Le Pen au fameux dîner de gala du Time à New York sur les 100 personnes les plus influentes du monde. Comment vous avez regardé ce phénomène? Parce qu'on peut considérer que c'en est un. Marine Le Pen invitée à New York parmi le gratin d'Hollywood. Oui, vous avez raison, c'est un phénomène, mais c'est un phénomène français et européen d'ailleurs, qui est très bien décrit par Dominique Régnier dans son livre La pente fatale des populismes, effectivement, qui touche malheureusement beaucoup de pays de l'Europe. Elle en est une incarnation extrêmement forte, puisque là, on voit en puissance politique aujourd'hui une place croissante en France, on ne peut pas le nier. Donc ça nous interroge, nous, non pas contre Marine Le Pen, j'ai rien personnellement contre Marine Le Pen, mais sur le plan politique, qu'est-ce qui a été raté pour que sur le plan politique, on en arrive là. Merci Chantal Joanneau, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis nous vous laissez la place à Louis Alliot qui fait l'entrée sur son plateau après un flash d'information. Merci, à tout de suite. À l'affiche. La flamme éternelle est entretenue ici, sur les hauteurs d'Erevan, au mémorial du génocide arménien. Au moment des commémorations du centenaire, nous allons à la rencontre des habitants et des artistes de la capitale pour comprendre comment cette histoire s'est transmise et comment l'Arménie a su préserver sa culture et son identité. Ne manquez pas ce numéro exceptionnel de À l'affiche sur France 24 et france24.com. Il est 17h30 à Paris. À la une, les regrets de Barack Obama. Il confirme la mort d'un otage américain et d'un Italien en Afghanistan et au Pakistan. 2 Occidentaux tués par erreur par des raids américains. Ils étaient aux mains d'Al-Qaïda. On écoute Barack Obama. Je regrette profondément ce qu'il s'est passé. Au nom du gouvernement américain, je présente mes plus profondes condoléances aux familles. Dès que nous avons déterminé les circonstances de leur mort, j'ai ordonné que l'opération soit déclassifiée et rendue publique. J'ai fait cela parce que les familles méritent de connaître la vérité. Je l'ai fait aussi car même si certains aspects des efforts pour notre sécurité nationale doivent rester secrets pour réussir, les États-Unis sont une démocratie transparente, dans les bons comme dans les mauvais moments.
Les passeurs dans le viseur de l'Europe, ils pourraient être la cible d'opérations militaires en Libye. C'est l'une des pistes évoquées pour contrer l'afflux de migrants en Méditerranée. Un sommet extraordinaire est en cours à Bruxelles. En France, Sid Ahmed Glam n'aurait pas agi seul. La police française recherche d'éventuels complices. Le terroriste présumé est toujours interrogé. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. Mobilisation en Afrique du Sud, nouvelle marche pour dire non à la xénophobie alors que les étrangers sont victimes de violences racistes, parfois meurtrières. Depuis le début du mois, on déplore au moins 6 morts. L'armée a été appelée en renfort. Elle est passée à l'action la nuit dernière. Un spectacle 100% naturel au Chili. Un volcan inactif depuis un demi-siècle s'est réveillé. 2 éruptions en l'espace de quelques heures. 5000 personnes ont dû être évacuées. Voilà pour l'essentiel, à suivre la suite de Politique avec Roselyne Fèvre. Puis ce sera Paris Direct avec Vanessa Burgraff.